On va démarrer cette séance d'une manière un peu particulière. Effectivement, je vous remercie à tous et toutes d'avoir pu voilà, vous connecter à cette réunion. Voilà, donc juste un petit mot pour commencer. Donc ce conseil municipal se réunit aujourd'hui dans un contexte particulier et inédit, à plusieurs titres. Tout d'abord, nous nous réunissons dans une situation d'état d'urgence sanitaire nationale, décrétée le 22 mars et prorogée par la loi de lundi dernier, du 11 mai, jusqu'au 10 juillet. Ensuite, parce que ce conseil municipal se réunit entre les deux tours de l'élection municipale. C'est une situation très particulière. Enfin, nous nous réunissons de manière inédite en visioconférence afin de respecter les contraintes sanitaires, dont le rassemblement de moins de 10 personnes. Nous délibérerons tout à l'heure sur les modalités de cette réunion. Cette réunion, pour des raisons sanitaires et techniques, se réunira à huis clos. Elle sera enregistrée et diffusée dans les meilleurs délais sur le site de la ville. J'ai partagé cette information avec les responsables des oppositions. Je rappelle aussi que systématiquement, après chaque séance du conseil municipal, le résumé des délibérations ainsi que le résumé des débats est présent sur le site de notre ville. Maintenant, je vous donne quelques informations concernant le fonctionnement de ce conseil. Je donnerai la parole à la personne qui la demandera. Cette demande de prise de parole se fera par l'intermédiaire du chat. Donc, c'est la messagerie qui est liée à cette visioconférence. Je vous rappelle l'article 21 de notre règlement intérieur que vous connaissez bien. Tout membre du conseil municipal peut demander à prendre la parole pour s'exprimer sur le sujet abordé en une seule fois. Compte tenu de la particularité de notre réunion, je vous demanderai de respecter ces deux règles et je vous en remercie par avance. Dans ces conditions difficiles et particulières, je tiens à remercier les personnes qui ont permis d'organiser cette visioconférence. Je tiens à remercier les services de la ville, particulièrement M. Jérôme Roseau, mais aussi notre collègue Pascal Pontif pour son aide précieuse. Les services ont fait le maximum. Et j'espère que tout se déroulera parfaitement bien sur le plan technique, tout en vous demandant aussi un peu d'indulgence. Je vous remercie par avance. Alors, pourquoi ce conseil municipal ? Comme vous le savez, il y a 3 mois, j'ai décidé que le budget serait voté par la nouvelle équipe municipale en place. Pour des raisons de logique, de démocratie, de manière aussi à permettre à cette nouvelle équipe de voter son propre budget. Voilà maintenant 3 mois que cette décision a été prise et que compte tenu de la situation, j'ai décidé de réunir le conseil municipal avec 2 objectifs principaux. Le premier, celui de pouvoir faire avec vous le point sur la situation de notre commune, mais aussi pour vous rendre compte des actions que nous avons engagées depuis le 16 mars. Et puis ensuite, de pouvoir voter notre budget avec le taux, les tarifs, les subventions. Je rappelle que l'ensemble des communes ont jusqu'au 31 juillet 2020 pour adopter leur budget. La loi, on y reviendra tout à l'heure, mais la loi a aussi donné un certain nombre de délégations supplémentaires aux maires et aux exécutifs pour pouvoir pour permettre la continuité de l'action publique. Alors, on va faire un petit point sur la situation. Tout d'abord, comme vous le savez, au lendemain du premier tour des élections municipales, le gouvernement a décidé de confiner l'ensemble des Français. Cette situation inédite pour notre pays a nécessité de s'adapter très rapidement pour poursuivre l'action publique tout en protégeant la santé des Français et agir immédiatement auprès de nos concitoyens les plus fragiles pour ne pas augmenter leur fragilité. C'était une priorité. Ça l'a été d'ailleurs aussi pour nous à Thoiry. Cette crise sanitaire, d'une ampleur inégalée, a montré combien dans le monde nous sommes liés les uns aux autres. Des vérités sont apparues, comme une certaine forme d'insouciance collective. Certaines croyances sont tombées, comme par exemple celle de croire à la densification des territoires. La crise nous a appris à travailler, à vivre différemment. Elle influence aussi nos interactions. Dans toute chose, il y a un côté positif. Cette crise a mis en évidence que la solidarité est un bien précieux qu'il faut soutenir et développer. L'après-crise ne sera pas l'avant-crise. Dans nos attitudes, dans nos réflexions et dans notre façon de vivre ensemble demain. Nous devons sans cesse être en conscience et en responsabilité collective, que ce soit au niveau international, au niveau national, mais aussi localement. L'intérêt général doit toujours être supérieur à l'intérêt personnel et partisan.
Le confinement a permis de sauver des milliers de vies, mais le bilan reste dramatique. Avec près de 30 000 morts dans l'Hexagone, c'est l'équivalent de 3 fois la population de notre commune. Avec mes collègues, je m'associe à la reconnaissance et aux remerciements adressés à l'ensemble du personnel soignant, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, mais aussi avec l'aide à domicile. Nous connaissons leur professionnalisme et leur dévouement. Beaucoup n'ont pas aménagé leurs efforts pour soigner et sauver des vies. Ils ont agi naturellement avec leurs valeurs humaines et citoyennes. Si nous avions été réunis physiquement, je vous aurais demandé à tous 1 minute d'applaudissement. Voilà, on va considérer que c'est fait de manière virtuelle dans les conditions dans lesquelles nous sommes réunis. Donc la situation perdure et perdurera sûrement encore quelques mois, le temps que la recherche découvre un vaccin. Gardons espoir et restons collectivement responsables et solidaires. La loi d'urgence sanitaire votée le 22 mars et prorogée donc lundi dernier a étendu les délégations confiées aux maires. Tout d'abord, en permettant aux exécutifs en place avant le 11 mars de poursuivre leurs responsabilités locales, dans un cadre adapté à la situation, permettant la continuité de l'action publique et la continuité budgétaire et financière jusqu'au 31 juillet 2020. Il n'y a donc en aucun cas de difficultés financières pour notre commune, voire d'absence de budget, comme j'ai pu l'entendre de la part de certains. Dire cela, c'est faire preuve de méconnaissance ou de malveillance. Je rappelle que plusieurs communes de Loire-Atlantique n'ont pas encore voté leur budget. C'est 40 communes sur 207. La loi a repoussé la date d'adoption des budgets locaux au 31 juillet 2020. Depuis le 23 mars, plusieurs ordonnances sont venues préciser l'application de cette loi. Les dernières ont été votées mercredi dernier, 13 mai. Afin de faire un point sur la situation de notre commune et les actions engagées, je tiens ici à remercier les agents de la ville qui, sous la responsabilité de notre DGS, M. Lebec, se sont mobilisés pour permettre la continuité du service public dans des conditions difficiles. Pour certains, ça a été l'occasion de changer de méthode de travail et d'en inventer d'autres. Au nom des Thoiréens, je tiens à les remercier vivement. Au niveau des services de la ville, pour mettre en sécurité nos personnels et nos agents, nous avons mené un certain nombre d'actions. La première action qui a été menée au niveau des services de la ville a été de mettre en place un plan de continuité des activités, fameux PCA. Ensuite, l'objectif a été de limiter les contacts avec le public, en limitant les horaires d'ouverture des services publics, en privilégiant les rendez-vous téléphoniques, et puis en mettant en place des rencontres possibles sur rendez-vous pour maintenir un service minimum, particulièrement au niveau de l'état civil, suite au décès que l'on a pu enregistrer, et aussi pour certains reports de mariage qui nous ont été demandés. Ça a été aussi la mise en place du télétravail pour les agents, quand cela était possible. L'organisation de réunions en visioconférence. Les agents ont été équipés de masques et de visières, et les postes de travail accueillant le public ont été équipés d'écrans en plexiglas. Nous avons pris un arrêté pour une fermeture des équipements publics accueillant les activités associatives jusqu'au 17 août 2020. Ensuite, un certain nombre de rencontres avec les élus et les représentants du personnel ont eu lieu, ainsi que des échanges avec les responsables de l'opposition, j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone. De fait de leur métier, que ce soit dans le domaine de la restauration, de l'animation ou à la bibliothèque, certains agents n'ont pas pu réaliser leur travail comme habituellement. En revanche, pour maintenir les liens entre tous, ils ont élaboré et proposé des actions et des animations pour les aînés et pour les plus jeunes. Des vidéos ont été réalisées et diffusées. Le site de la ville a régulièrement rendu compte de toutes ces actions. Dès le 6 avril, avec la volonté, en période de crise, d'être au plus proche de l'actualité et pour garder un lien permanent avec tous les Thoiréens, nous avons créé un nouveau support de communication hebdomadaire distribué dans une douzaine de commerces de proximité et dans les EHPAD. Nous avons mis en place cet hebdo parce que aussi, par ailleurs, l'imprimeur et les distributeurs n'étaient pas disponibles. L'hebdo est disponible sur le site de la ville et est aussi diffusé aux associations, aux conseillers de quartier, aux CME-CMJ, aux membres du CCAS, aux familles, aux commerces et aux entreprises, soit plus de 1100 destinataires. Nous sommes aujourd'hui au 6e exemplaire
Et je remercie vivement le service communication pour la réactivité et le travail qui a été fourni pendant toutes ces semaines. Par ailleurs, nous avons régulièrement rendu compte des actions des élus et des services via Facebook et le service de la ville. Dès le 17 mars, avec mes collègues élus et avec le soutien du CCAS, nous avons contacté les personnes âgées et les personnes fragiles, parfois leurs familles, pour leur proposer de l'aide. Par ailleurs, des bénévoles se sont manifestés par solidarité pour aider nos aînés. Depuis la fin mars, les bénévoles aident ces personnes âgées pour leurs courses, mais aussi pour le retrait de médicaments ou pour des gestes du quotidien, comme par exemple changer une bouteille de gaz. Je tiens ici à les remercier pour leur solidarité. Nous avons, dès le début de ces actions, distribué des masques aux personnes aidées et aux bénévoles. Nous avons aussi adressé un courrier à 170 foyers de plus de 75 ans le 3 avril pour recueillir leurs besoins. Nous maintenons donc nos échanges aussi avec le CLIC sur des situations préoccupantes que la situation sanitaire amplifie. Nous maintenons aussi la présence mensuelle du secours populaire qui est très importante sur notre commune. Nous avons mené aussi différentes actions en direction des EHPAD. Dès le 17 mars, la priorité a été de se rapprocher des 2 EHPAD de notre commune. Depuis cette date, nos échanges sont réguliers. Une première action mi-mars a été de faire don symboliquement de notre stock de Charlotte pour le personnel accompagnant et soignant. Ensuite, plusieurs actions ont été menées pour les résidents. À compter du 27 mars, une opération de solidarité menée par les CME et CMJ avec l'envoi de courriers, de dessins, de photos aux résidents pendant toute la période du confinement. C'est pratiquement près de 200 dessins qui ont été réalisés, plus de 100 petits mots d'amitié et de solidarité. Et puis, ça a été aussi des objets en perles qui ont été communiqués, ainsi que 3 vidéos qui ont été diffusées dans les EHPAD. Nous avons mis à disposition un barnum qui a été installé dans le patio de Léontinevier et qui permet aux familles de venir visiter les aînés tout en étant à l'abri. Au niveau de la médiathèque, depuis le 6 avril, l'envoi de 12 contes exotiques lus à haute voix à raison de 2 chaque semaine. Là, je voudrais remercier le travail qui a été fait par le personnel, parce que c'est vraiment un travail important et qui a atteint ses objectifs de pouvoir distraire les résidents. La Maison des Familles a aussi participé auprès des EHPAD à partir de la semaine du 4 mai avec l'organisation de temps musicaux sous les fenêtres des résidents de Léontinevier avec les musiciens de Toire et Mélodie et de l'Ami Guinguette. Je remercie les bénévoles de ces associations pour leur solidarité auprès de nos aînés. Concernant l'ensemble des habitants, nous avons donc mis en place une communication de prévention avec une large diffusion des gestes barrières, des appels à la responsabilité et à la solidarité. Nous avons aussi donné des informations concernant les moyens de lutte contre les violences conjugales et domestiques. Et nous avons lancé l'opération « Avec un masque, prenez soin de vous et des autres ». Et la ville offre gratuitement à chaque Thoiréen un masque grand public lavable. Nous avons commandé 10 000 masques, vous le savez, dans le cadre d'une commande groupée avec la métropole. Nous avons commencé la distribution depuis le 14 mai et nous la poursuivons au fur et à mesure des livraisons que nous recevons. Par ailleurs, suite à la rencontre des bénévoles et d'élus, un atelier de confection de masques artisanaux a été mis en place avec des couturiers et couturières volontaires, soit de manière individuelle, soit au sein d'associations et avec l'aide aussi des élus. Je voudrais remercier Madame Grousseau, Madame Heurtin et Madame Charpentier pour cette action. En moins d'une semaine, c'est 1350 masques qui ont été confectionnés. La ville a fourni en grande partie le tissu et les élastiques. Je remercie l'ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés dans la bonne humeur autour de nous pour ce très beau geste de solidarité. Un certain nombre d'actions ont été menées en direction des familles. Tout d'abord, une information sur les associations d'aide à la parentalité en période de confinement. C'est une période très difficile à vivre pour certains foyers. Donc, il était important de pouvoir communiquer sur ce sujet. Donc, c'est des informations qui ont été communiquées sur le site de la ville ou sur Facebook, et principalement sur la prévention des violences. La médiathèque, dans la semaine du 23 mars, a élaboré une liste de sites et de ressources numériques utiles pour le loisir confiné, concernant la culture et l'aide à l'apprentissage. Il y avait la possibilité de visiter des musées de manière virtuelle
Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à reprendre ces liens. Il y a vraiment des choses très intéressantes et du temps à passer. Ça a été aussi l'organisation de 2 concours qui ont été mis en ligne en lien avec la littérature, notamment un concours sur le thème d'Astérix. Ce concours a été mis en place fin mars. 40 familles ont participé. Et puis aussi un concours sur le polar fin avril avec la collaboration du service animation pour la réalisation aussi d'une murder party numérique. Donc là, nous avons une dizaine de familles qui ont participé. C'est aussi la mise en place pour l'après-confinement d'un drive à la médiathèque permettant aux usagers qui le souhaitent d'emprunter des documents sur commande. La première semaine, 41 familles ont pu emprunter des ouvrages et des centaines d'ouvrages en retour le premier jour du drive. Avec notre volonté d'agir auprès des familles et les plus modestes, avec la volonté d'agir auprès des familles les plus modestes, concernées par le quotient familial plancher de la restauration, nous avons décidé de créer un fonds de soutien Covid-19 de 10 000 €, avec l'objectif d'aider ces familles financièrement pendant cette période difficile. Concernant les enfants et la jeunesse, un certain nombre d'actions ont été menées grâce, bien sûr, au service. Tout d'abord, ça a été des propositions de jeux et d'animation réalisées par les animateurs du centre de loisirs pour les enfants des écoles primaires, sous format numérique. Ceci afin de les accompagner et de les occuper dans leur famille, notamment lors des 2 semaines de vacances scolaires. Il y a eu aussi des animations qui ont été présentées par les ASEM. D'autres propositions d'activités ont été menées par le multi-accueil de manière à permettre aux parents de réaliser avec des enfants en bas âge un certain nombre d'activités. Ça a été la diffusion de vidéos de contes et de comptines enregistrées par les éducatrices du multi-accueil qui ont fait un vrai travail voilà, de mise en scène, pas forcément évident lorsque on change de métier entre guillemets. Donc bravo à elles. Quelques exemples de propositions: la peinture gonflante, le sable lunaire, la toile d'araignée pour les plus petits, des histoires et des chantons à écouter, et aussi un peu de sport avec Justin le lapin. Voilà, tout un programme. Enfin, concernant les actions qui ont été menées vis-à-vis du domaine des écoles et de l'APS, je peux vous dire que dès le 16 mars, j'ai rencontré les directions d'école pour faire un point sur la situation, et particulièrement sur la situation d'accueil des enfants, des personnels soignants et des personnels dits prioritaires définis par la préfecture. Donc c'est à peu près en moyenne 5 à 10 enfants qui ont été accueillis voilà, par 2 à 3 agents de la collectivité, 2 à 5 jours par semaine en accompagnement des enseignants. Entre le 28 avril et le 6 mai, plusieurs réunions de préparation de la rentrée du 12 mai avec l'éducation nationale, les directions des écoles, les élus et les services de la ville. Au 5 mai, suite au sondage effectué auprès des familles volontaires par les directrices d'école, nous avons à l'époque un tiers des enfants il y avait un tiers des enfants qui étaient estimés pour cette rentrée dans les écoles publiques et 2 tiers pour l'école privée, avec un accueil par demi-classe sur 2 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le 6 mai, nous avons de nouveau réuni les directions d'école pour une réunion de concertation, mais aussi avec les parents, les associations de parents d'élèves, les élus et les services de la ville. Et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des participants de cette réunion pour les échanges très constructifs qu'il y a pu y avoir. Le 6 mai, dans la soirée, nous avons envoyé à toutes les familles un courrier, un mail, précisant les conditions de reprise de l'école, en précisant aussi les conditions de réouverture de l'APS et en indiquant que la restauration ne pouvait pas être rouverte compte tenu des contraintes de notre prestataire. Il est donc demandé aux familles de préparer des pique-niques plutôt faciles. D'ailleurs, une note a été renvoyée par les services le 15 mai pour donner quelques conseils en ce sens. Je sais que nous sommes souvent interpellés par les parents d'élèves quant à l'équilibre des repas. Je tiens à préciser que nous avons un prestataire qui nous propose des repas équilibrés, puisqu'ils ont aussi des professionnels, notamment des nutritionnistes, qui sont très vigilants sur ce point.
Donc, ce que j'ai indiqué aussi à cette réunion, c'est que voilà, je souhaite aussi que les parents qui sont demandeurs soient aussi respectueux pendant cette période de cet équilibre des repas. C'est pour le bien-être de l'ensemble des enfants. Je remercie les acteurs de cette rentrée, particulièrement les directions des écoles et les services de la ville, qui ont travaillé main dans la main dans un contexte parfois changeant, parce que les directives voilà, évoluaient au fil du temps. Je les remercie vivement pour leur professionnalisme qui les conduit à toujours placer au centre de leurs préoccupations la santé physique, bien sûr, des enfants, mais aussi la santé psychologique. Et je peux vous dire que j'ai été par moments impressionné par cette attention qui était portée sur les enfants. Avec la réouverture des écoles, nous avons aussi donc ouvert l'APS de 8h à 18h. Depuis le 11 mai, nous avons aussi, vous l'avez vu, repris les travaux de JDB avec des consignes et le respect des protocoles sanitaires que les entreprises sont en train de mettre en place. Concernant le collège, vous savez que la rentrée a eu lieu ce matin pour les 6e et pour les 5e par demi-classe. Ce matin, je suis allé voir monsieur le principal, monsieur Benac, pour faire le point sur cette rentrée qui pose bien sûr quelques difficultés, mais qui globalement s'est bien déroulée. Nous avons facilité les choses en mettant à leur disposition, et suite à leur demande, des barrières Vauban pour canaliser l'entrée des élèves. Et puis, nous avons mis aussi à disposition un espace engazonné en contrebas de la cour pour leurs activités physiques. Dans le domaine de l'animation, vous le savez aussi, plusieurs manifestations municipales et associatives ont été annulées. La toute première que nous avions prévue, c'était la chasse aux œufs. Ensuite, Thoiret en mai, la fête de la musique, les estifêtes, mais aussi un certain nombre de manifestations associatives ont été annulées. Je pense au tournoi du TGO, à la manifestation cycliste La Printanière, et puis bien sûr aussi des événements qui sont très importants aussi dans notre calendrier, c'est les fêtes des écoles qui malheureusement aussi ont été annulées. En revanche, des animations ont été proposées par les services, et particulièrement pendant les vacances scolaires de Pâques, je l'ai dit tout à l'heure. Je peux quand même redonner à titre d'exemple des animations du multi-accueil, de la maison des jeunes et de la bibliothèque. Nous avons maintenu la collecte du don du sang avec un aménagement spécial à la Morandière à cet effet le 8 avril. Alors je sais que ce n'était pas évident puisque il fallait prendre rendez-vous pour pouvoir donner son sang, tellement les capacités d'accueil étaient limitées. Nous avons maintenu la cérémonie du souvenir du 8 mai avec l'association des anciens combattants. Malheureusement, cette cérémonie s'est aussi déroulée dans un contexte, je dirais, très restreint avec 2 élus, M. Allaire et moi-même, et puis 3 représentants de l'association des anciens combattants. Depuis le 11 mai, nous avons procédé à la réouverture de la bibliothèque sous forme de drive. Et puis nous avons aussi procédé, en fonction des décisions gouvernementales, à la réouverture des parcs et des jardins. Je pense à la Coulée Verte, au Jardin de Marianne, au Circuit du Vallon et du Chêne Vert, et aussi au Port de Loire. Je voudrais quand même attirer l'attention, c'est que l'ouverture de ces parcs, de ces espaces publics, n'est pas non plus, doit se faire dans un contexte de gestes barrières, de respect des mesures sanitaires. Nous sommes toujours en train de lutter contre ce virus et on a besoin que chacun soit prudent, vigilant par rapport à cette chose. J'en profite aussi pour faire appel au civisme. Je remarque trop souvent des masques, des gants jetés sur le trottoir ou sur la voie publique. Donc là aussi, je souhaiterais que les gens prennent conscience de cela et fassent preuve d'un peu plus de civisme. Il en va de l'intérêt de tout à chacun. Nous avons aussi, avec les associations, eu des informations régulières afin de leur transmettre des mesures qui étaient proposées à leur égard, soit par l'État, soit par la région ou le département. Nous avons aussi mis en place un service de conciergerie permettant aux associations de récupérer leurs courriers, d'avoir accès sur rendez-vous à leur placard ou à leur local de stockage. C'est aussi la proposition qui leur a été faite de mettre à disposition une salle sur rendez-vous pour des raisons de gestion interne, qui peuvent être des rencontres de personnel, d'embauche, etc. Conscient des difficultés de nos associations pendant cette période, et pour rester fidèles à notre soutien du monde associatif, nous avons décidé de créer un fonds de soutien associatif Covid-19
d'un montant de 20 000 €, dont la répartition sera à définir dans les semaines qui viennent. Ces 20 000 € viendront s'ajouter aux 80 000 € de subventions pour nos associations qui feront l'objet tout à l'heure d'un vote. À titre exceptionnel, nous réunirons les conseils du sport et de la culture dès la semaine prochaine pour faire un point et étudier les situations de chacun, même si à ce jour toutes les associations ont été contactées individuellement. Toujours soucieux de la concertation avec nos partenaires associatifs, nous réunirons une deuxième fois les conseils du sport et de la culture courant juin et en tenant compte des prochaines mesures gouvernementales qui définiront probablement les mesures pour la rentrée de septembre. Il est bien évident que le forum des activités ne pourra pas se tenir dans son format habituel. Suite à cette concertation avec les associations, nous définirons ensemble un nouveau format. Dans le domaine du commerce et des activités économiques, qui ont fait aussi l'objet d'énormes difficultés. Nous sommes restés en lien avec les associations touariennes que sont Touareg Dynamique et Touareg en commerce. Nous avons aussi transmis régulièrement des informations de la même manière qui provenaient de l'État, de la région ou de Nantes Métropole, qui, je vous rappelle, a la compétence économique, pour les aider à constituer leur dossier de demande d'aide. Ensuite, nous avons communiqué sur le site, sur Facebook et dans l'hebdo, les nouveaux horaires et les modalités de vente des commerces et services de première nécessité pendant la période de confinement. Un certain nombre avaient réduit leurs horaires d'accueil et d'ouverture de leur commerce. C'est aussi le report avec l'étalement des échéances locatives pour les commerces et services locataires de la ville, particulièrement dans le centre-ville, et dont l'activité a dû cesser par décret. Je veux aussi indiquer que nous avions pris une posture très gouvernementale concernant les ouvertures et les fermetures de marché plutôt, et que voyant ici et là un certain nombre de dérogations fleurir, nous avons aussi demandé une dérogation pour notre marché qui a pu rouvrir le 23 avril. Bien sûr avec des conditions sanitaires, avec du gel à l'entrée et avec la mise en place d'un sens de circulation. Et puis on a aussi nos ASVP qui sont mobilisés pour faire respecter les gestes barrières. Des élus ont fabriqué bénévolement des visières qu'ils ont offertes aux marchands. Et je voudrais remercier M. Derouin pour cette action particulière. Enfin, c'est l'envoi chaque semaine de l'hebdo aux 325 entreprises touariennes. Comme vous le voyez, depuis le 17 mars, élus et agents n'ont cessé d'être engagés pour assurer un service public optimum dans un contexte très difficile. Je tiens à remercier chaque acteur pour le travail réalisé dans l'intérêt des Touariens. Je connais le professionnalisme des agents de la ville qui ont une haute estime de la fonction publique et parfois agissent sans compter. J'en ai la démonstration tous les jours. Je les remercie très vivement. Je remercie aussi tous les bénévoles qui, spontanément, avec beaucoup de générosité, se sont joints à nous pour collectivement aider nos concitoyens dans un formidable élan de générosité. Je suis conscient des difficultés, des tensions qui peuvent apparaître, mais je sais que les difficultés parfois transcendent. Un grand merci à chacune et à chacun. Pour conclure, je voudrais vous témoigner des nombreux remerciements qui nous ont été transmis par les Touariens pour ces différentes actions que nous avons menées. Voilà, je vous remercie.